Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur la Guinée, avec un dossier consacré aux implications socio-économiques de l'épidémie d'Ebola. Au programme également de cette émission, le référendum constitutionnel fixé au 25 octobre au Congo. Et l'Afrique du Sud réclame plus de temps pour s'expliquer dans l'affaire du président soudanais Omar el-Béchir. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Monsieur Hamidine Khan, vous êtes économiste, bienvenue. Merci, bonjour. Et avec nous également nos éditorialistes, Gracien Okindikiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Jean-François Candy-Combe, bienvenue. Bonsoir Fanny. Tout de suite, l'actualité du jour. Le gouvernement congolais l'a annoncé ce lundi. Le référendum constitutionnel est fixé au 25 octobre prochain. Le scrutin, vivement contesté par l'opposition, sera précédé de 2 semaines de campagne. Deogracias Podo. C'est désormais officiel. Les électeurs congolais se rendront aux urnes le 25 octobre dans le cadre d'un référendum sur le projet de loi constitutionnelle. La décision avait été annoncée le 22 septembre 2015 par le président Denis Sassou Nguesso qui, en cas de victoire de oui, pourrait se représenter à la présidentielle prévue en 2016. La campagne en vue de cette consultation populaire se déroulera du 9 au 23 octobre 2015. Un délai suffisant du côté du pouvoir pour la réussite de ce processus que l'on espère démocratique et sans violence. La procédure, c'est celle-là. Pour un scrutin de ce genre, c'est tout à fait normal qu'il y ait 20 jours de campagne, oui. Nous sommes dans un régime démocratique. Nous ne sommes pas inquiets outre mesure. Nous pensons quand même que ceux qui appellent à des actions violentes pourront comprendre que on peut bien aller, on peut bien s'opposer, mais par des voies démocratiques. Mais utiliser la violence, ce n'est pas du tout une voie démocratique. En cas d'approbation, la nouvelle constitution devrait ramener la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, renouvelable 2 fois. Aucune limite d'âge maximum pour les candidats à la présidentielle n'est prévue. Fixé actuellement à 70 ans, seul un âge minimum de 30 ans serait instauré à l'avenir. Des dispositions rejetées par une partie de la classe politique, notamment de l'opposition, qui s'oppose fermement au projet de loi constitutionnelle. Pour elle, toute la démarche ne repose sur aucune base juridique. Nous n'appelons pas au boycott. Nous pensons simplement que ce scrutin n'existe pas pour nous parce qu'il est totalement illégal. Le corps électoral n'est pas maîtrisé, la commission électorale n'est pas indépendante. Le consensus était dégagé pour dire que nous avons besoin de revoir la gouvernance électorale. Et ceci passerait par un recensement et la mise en place d'une commission véritablement indépendante. Le président n'a pas écouté. Il s'est plutôt empressé de convoquer le corps électoral pour aller à un référendum qui vise en réalité son 3e mandat. En tout cas, le peuple prendra ses responsabilités. Le projet de changement constitutionnel crée davantage de scissions entre les acteurs politiques congolais. Pendant que certains dénoncent un coup d'État constitutionnel, le 10 octobre 2015, les partisans de la nouvelle constitution annoncent une manifestation dans les rues de Brazzaville. Gracien, fixer ce référendum au 25 octobre, c'est une volonté d'aller vite? Oui, ça se voit. Une volonté d'aller vite, en même temps de ne pas laisser le temps d'expliquer ou même de contredire. Parce que, en fait, dans les pays africains, on sait bien que quand il s'agit de référendum, les grands, disons les votants, le grand nombre sont les gens de la campagne, des gens qui n'ont pas, bon, on connaît bien le niveau intellectuel des citoyens, de beaucoup de gens, disons la majorité dans plusieurs pays africains. Certains n'ont pas compris même qu'est-ce qui change dans cette constitution. Mais c'est-à-dire que le projet n'est pas bien expliqué? Le projet n'est pas bien expliqué. Et en même temps, c'est le président qui présente le projet. Il va y avoir des aménagements. Par exemple, on va dire, on raccourcit le délai de 7 ans à 5 ans. Il y a certains qui vont retenir que ça. Mais en même temps, il faut se dire que le président, il a déjà décidé. C'est rare vraiment de voir un président qui présente un texte, un référendum qui est rejeté. Et en même temps, c'est qu'on va aux élections et on détermine, on ne s'entend pas avec l'opposition, comment on détermine la commission électorale, qui va statuer, comment est-ce que tout sera surveillé, parce qu'il faut aussi que les opposants fassent campagne pour que le texte ne passe pas. Or, s'il manque déjà d'une grande visibilité par rapport à ce qui va se passer et aussi de clarté, donc on sait bien que c'est un jeu qui est joué d'avance.
Jean-François, le projet de nouvelle loi fondamentale supprime la limite d'âge pour les candidats à la présidentielle et aussi la limitation à 2 mandats successifs. Est-ce que là, c'est clairement dit que c'est pour permettre à l'actuel chef de l'État de pouvoir briguer un 3e mandat? Je dirais que dans le contexte du Congo, du débat constitutionnel qui a eu lieu, on peut même se demander si ce n'est pas pour permettre un 3e, un 4e et un 5e. Parce que vous vous souvenez du débat qui a eu lieu au départ, il s'agissait, la discussion a démarré sur la possible révision de la Constitution. Des dispositions de la Constitution ne permettent pas de réviser certaines dispositions de la Constitution, le noyau dur, dont en particulier celui qui porte sur la limite d'âge et sur la limite de mandat. Et donc on a glissé progressivement sur une autre phase qui consistait à dire, et c'est le sens, je crois, du PCT, le sens du discours du PCT, qui est de dire nous ne sommes pas en train de procéder à une révision constitutionnelle, mais de rédiger une nouvelle constitution. Donc de passer à autre chose, et en passant à autre chose, on évite donc les limites qui étaient posées par la précédente constitution. C'est la raison pour laquelle je disais peut-être que c'est pour permettre un 3e, un 4e, un 5e mandat. Parce que c'est le contexte où on se trouve aujourd'hui. Et par ailleurs, ce contexte est trouble. Il est trouble. On a beau expliquer qu'on va au référendum. D'ailleurs, pas le président Sassou Nguesso, puisqu'il ne s'était pas prononcé au départ, c'était son parti qui s'était prononcé et avait annoncé que c'était l'appel du peuple, puisqu'il y a eu un certain nombre de responsables coutumiers qui se sont ligués, qui sont venus voir le président, spontanément ou pas spontanément, on peut discuter. Donc c'est quelque chose qui est censément émané du peuple, et ensuite avec un retour au peuple pour pouvoir se prononcer. Mais tout cela, on sait qu'il y a des opposants, que la communauté internationale, le président de la République française s'était permis même de donner quelques conseils de ne pas faire au président Denis Sassou Nguesso. Et dans le contexte congolais, là je souris beaucoup moins, on sait que ce genre d'initiative, en termes de contexte, peut déboucher assez rapidement sur de la violence. Il faut espérer que cela sera évité, mais les partisans les anticonstitutionnalistes sont farouchement opposés à cette initiative-là. J'ai observé, je terminerai par là, que dans le reportage qui nous a été soumis, l'opposant qui avait été présenté, son point focal de contestation, c'était les conditions de l'élection, non pas l'objet du recours, du référendum, mais les conditions de l'élection. Est-ce à dire qu'une partie de cette opposition-là commence à admettre l'idée qu'on pourrait y aller à condition, bien sûr, d'avoir discuté, d'avoir un consensus sur les modalités du référendum? Je pense que si tel est le cas, il est un peu isolé dans l'opposition au président Sassou Nguesso et à la nouvelle constitution dont il s'agit. Hamidine Kane, que pensez-vous de ce référendum constitutionnel au Congo? Moi, je crois que c'est une erreur fondamentale que Sassou Nguesso est en train de commettre. Parce que le changement de la loi fondamentale, de la Constitution au Congo, est une faute grave. Je crois qu'il n'écoute pas les conseils et puis il ne regarde pas la réalité. Parce qu'il a vu qu'Obama, lors de son déplacement en Afrique, au siège de l'Union africaine, avait dit aussi que les Africains doivent savoir passer le témoin. Il faudra qu'ils sachent laisser le pouvoir. Et puis, je crois aussi que ce qui s'est passé au Burkina Faso devrait lui servir de leçon. Mais apparemment, il n'a rien compris. Il est au pouvoir depuis plus de 30 ans. Il est venu la première fois au pouvoir en 79. En 79, il est resté jusqu'en 92 et puis après il est revenu et puis en 2002 il y a eu les élections qui sont passées et donc en 99 et 2002 maintenant c'est son deuxième mandat. Il ne devait pas changer de constitution parce que ça c'est une faute grave et il est en train de donner le mauvais exemple en Afrique parce que maintenant il y avait une dynamique de démocratie en Afrique et puis lui il est en train d'aller à contre-courant. Je crois que et puis on sait qu'au Congo la violence est parfois récurrente.
On se rappelle les violences qu'il y a eu entre lui et puis son prédécesseur. Il y a eu des centaines de milliers de morts au Congo. Il est venu au pouvoir par un coup de force. Et puis lui aussi, déjà, la première fois, c'était un coup de force aussi, avec Marianne Gouabi qu'il a liquidé. Donc, à l'heure actuelle, je crois qu'il a intérêt à laisser passer et puis que les élections se passent normalement. Parce que, comme vous l'avez dit, quand la Constitution sera changée, il va vouloir rester jusqu'à la fin de sa vie. C'est ce qu'il cherche en fait. Et puis ça, c'est des choses qui sont inacceptables à l'heure actuelle dans le continent africain parce qu'on est dans une dynamique de développement. Donc les Africains veulent voir autre chose, veulent voir du changement. Et puis à force de rester, le changement ne se fera pas. Et puis on a vu que pendant ces 30 années qu'il a été au pouvoir, le Congo est resté le même, presque. Parce qu'il n'y a pas eu de changement, ils n'ont pas profité de leurs ressources énergétiques. Et maintenant... C'est qu'il n'y a pas eu d'amélioration économique. Ah, mais non, pendant 30 ans, depuis 50 ans, depuis les indépendances africaines, rares sont les pays, francophones du moins, qui en ont profité. Par exemple, on peut citer certains cas. Par exemple, on peut citer la Côte d'Ivoire ou autre. Mais le Congo, réellement, les améliorations sont réellement minimes. Parce qu'on voit que si c'était un autre pays ou bien, par exemple, dans un autre continent, les 30 années passées au pouvoir et puis le potentiel énergétique et agricole qu'il y a au Congo, le Congo devrait décoller. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Merci. Dans l'actualité également, le gouvernement sud-africain a demandé un délai à la Cour pénale internationale pour s'expliquer dans l'affaire Omar El-Béchir. La CPI avait demandé aux autorités sud-africaines de s'expliquer sur la non-arrestation du président soudanais lorsqu'il était de passage à Pretoria en juin dernier. Diarra Ndiaye. Le mandat d'arrêt émis contre le président soudanais Omar El-Béchir continue de faire débat. Pourquoi l'Afrique du Sud n'a pas arrêté le président soudanais alors qu'il se trouvait sur son territoire? La question polarise en tout cas le débat au sein de la justice pénale internationale. La CPI, Cour pénale internationale, avait donné au gouvernement sud-africain jusqu'à ce lundi 5 octobre à minuit pour répondre à cette question. Invoquant la complexité du droit international et national et souhaitant peaufiner ses arguments, le gouvernement sud-africain a préféré demander un délai supplémentaire afin d'expliquer pourquoi il n'a pas fait arrêter le président soudanais. En réalité, il y a une complexité sur le plan du droit international. L'Afrique du Sud a des accords qui le lient à la CPI, mais l'Afrique du Sud a aussi des accords qui le lient à l'Union africaine. Il s'agit des accords diplomatiques. Et donc, à partir de ce moment-là, la question, c'est de savoir effectivement, lorsqu'il y a conflit entre ces deux accords ou ces désengagements, lequel éventuellement devra avoir primauté. De toutes les façons, l'un des accords devra éventuellement être relégué au second plan. Lors de la visite en Afrique du Sud du président soudanais Omar El-Béchir en juin 2015, un tribunal de Pretoria lui avait interdit de quitter le territoire dans l'attente d'un jugement définitif. Le gouvernement sud-africain n'avait pas tenu compte de cet ordre et l'avait laissé reprendre son avion. Une décision qui, depuis, a provoqué de vives tensions entre le pouvoir exécutif et judiciaire du pays. L'affaire est aussi complexe parce que le gouvernement sud-africain a des problèmes avec les juridictions internes qui lui ont posé la question là-dessus et pour lequel éventuellement il y a un contentieux. Là encore une fois, on peut, pensant qu'il s'agit éventuellement, puisqu'il s'agit d'un pays africain, que c'est l'état de droit qui est en danger, mais je pense qu'il faut vraiment relativiser les choses. Je ne pense pas pour ma part que l'état de droit soit vraiment en danger en Afrique du Sud. Peut-on arrêter un chef d'État qui participe à un sommet de l'Union africaine et qui bénéficie d'une immunité? L'interrogation reste pour l'heure en suspens. L'Afrique du Sud va en attendant saisir le Conseil politique de la CPI pour clarifier les règles concernant l'immunité des chefs d'État qui ne sont pas membres de l'institution. Le sujet pourrait être abordé lors de la prochaine réunion de la Cour en novembre 2015 à La Haye. Jean-François, on peut dire que le gouvernement sud-africain est face à un dilemme, la CPI d'un côté, l'Union africaine de l'autre? Alors les termes du dilemme tel qu'il a été posé par notre avocat ne me convaincent absolument pas. Je ne pense pas que c'est une question de conflit de loi, c'est une question d'immunité sans doute. Une question d'immunité et doublement, il y a la question de l'immunité des chefs d'État. Omar Béchir est chef d'État, et c'est aussi la question de l'immunité des réunions de l'Union africaine.
lorsque l'Union africaine convoque une réunion de chefs d'État ou de chefs de gouvernement, on peut imaginer, mais il restera à vérifier que des textes de ce type-là ont été pris dans le cadre de l'Union africaine, mais en tout état de cause, un rassemblement comme celui-ci a un statut particulier et on peut discuter, débattre de la question de l'immunité dont peuvent bénéficier les personnes qui viennent y participer. C'est de ce point de vue-là que la question se pose, me semble-t-il, et donc du coup, dilemme entre déférer à l'ordre qui a été donné par la Cour pénale internationale et puis une sorte de solidarité africaine et de solidarité entre chefs d'État africains. J'observe cependant que là, on n'a plus le discours tonitruant du président en exercice de l'Union africaine qui dit fin de non-recevoir, ces pays, fin de non-recevoir. Là, la République sud-africaine a décidé de déférer, mais de retarder le temps de peaufiner ses arguments. D'ailleurs, j'attends avec beaucoup de curiosité de savoir quels sont ces arguments-là. Peaufiner ces arguments, ce qui tranche un peu, qui montre que même au sein de l'Union africaine, il n'y a pas une telle unanimité qu'on a cru sur cette question-là, qui a conduit le président en exercice Robert Mugabe à prôner la sortie de tous les États africains de la Cour pénale internationale et la dénonciation du statut de Rome. Et j'avais dit autour de ce plateau que c'est je dirais, c'est un mot d'ordre qui est très sympathique, auquel j'adhère particulièrement, mais j'y adhérerai totalement le jour où les États africains auront mis en place préalablement des mécanismes efficaces pour lutter contre la criminalité de droit international, le jour où les États africains auront une cour pénale qui peut poursuivre des chefs d'État qui se sont rendus coupables de crimes contre l'humanité ou de crimes de génocide, ou d'autres personnes d'ailleurs. Si on ne fait pas ça, au nom du panafricanisme, on va imposer à l'Afrique une impunité, un principe d'impunité générale, si les États africains ne sont plus partis à la Cour pénale internationale. Et puis après tout, les États africains y sont partis parce qu'ils le veulent bien, parce qu'ils ont décidé de ratifier le statut de Rome. S'ils ne veulent pas, ils peuvent en sortir, mais en attendant, ils ont signé, et la moindre des choses, y compris dans la nature humaine, mais aussi dans la nature juridique, c'est de respecter sa parole et ses engagements, de mon point de vue. Hamidine Kane, comment interprétez-vous cette décision du gouvernement sud-africain qui l'a amené à laisser partir le président soudanais? Parce qu'ils étaient dans un dilemme, en fait, et puis c'est une question ambiguë, parce qu'on ne peut pas, en tant qu'hôte, prendre un chef d'État, quel qu'il soit, que le Soudan, quand même, c'est un pays qui compte en Afrique. Même si c'est un dictateur, il fait des massacres dans le Darfour, et puis il a fait encore, il y a quelques années, beaucoup de massacres. Mais le fait de l'arrêter, et puis de le mettre aux arrêts, et puis d'essayer de le transférer à la Cour pénale, ça, je crois qu'aucun État africain n'est en mesure de le faire. Aucun État africain. Et puis l'État le plus démocratique en Afrique, c'est l'Afrique du Sud, parce que c'est la constitution, la meilleure constitution du monde à l'heure actuelle, la plus démocratique. Que ce soit ici en Europe ou aux États-Unis, c'est la plus démocratique. Mais bon, le président Zuma ne pouvait pas mettre aux arrêts Omar el-Béchir, parce que bon, ça allait déjà offenser beaucoup de présidents africains. Et puis, à part ça, je crois qu'il s'est déplacé ailleurs, dans d'autres pays africains, bien avant ça. Aucun n'a levé le petit doigt pour l'arrêter. Pourquoi c'est l'Afrique du Sud qui allait prendre cette décision-là? Je crois que c'était pour mettre une pression sur Zuma. Et puis, bon, la pression, elle est là, et puis je crois qu'elle est pendante. Hein. Les Sud-Africains, bien qu'ils aient énormément de capacités juridiques, ça veut dire qu'ils ont une batterie de juristes qui sont très, très puissants. Mais là, je crois qu'ils sont dans l'embarras, quoi. Ah ouais. Merci. Nous allons marquer une courte pause. À l'instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.